Bonjour Cédric Gourmelon. Bonjour. Nous sommes au Théâtre de la Tempête où vous présentez Chord.Red, un texte de Debbie Tucker-Green que vous avez créé à Béthune, dont vous êtes le directeur de la Comédie de Béthune. Pourquoi ce texte en particulier? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce texte? Alors, c'est sa singularité, je dirais, sans doute. J'ai découvert l'écriture de cette autrice à travers un autre texte qui s'appelle Mauvaise. Et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment ça m'a frappé, quoi, à quel point c'était singulier, différent d'autres textes que je lisais à ce moment-là. Et donc j'ai demandé si c'était possible de lire tous les textes qu'elle avait écrits. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Et donc j'ai lu en anglais d'abord, Hang. Je ne savais pas qu'il y avait une traduction qui était en cours. Et celle-là, parmi d'autres, toutes me plaisent en fait. Franchement, c'est une autrice vraiment étonnante. Et en anglais, en tout cas, Hang, directement, j'ai senti un drôle de mélange d'humour noir, de grande tension, quelque chose de très mystérieux. Et quelque chose, un territoire inconnu pour moi, vraiment, et à la fois une écriture extrêmement précise, ciselée, quelque chose d'assez formel et en même temps vivant. Donc vraiment, elle m'a beaucoup troublé, cette pièce, cette écriture, et donc j'ai demandé si c'était possible de la traduire, et on m'a dit qu'il y avait une traduction en cours, et donc quand j'ai découvert la traduction, j'ai trouvé ça super. Ça marchait également en français. Donc trois traducteurs pour cette pièce quand même. Oui, et puis ils ont travaillé des années. C'est vraiment un travail énorme. Je pense que c'est l'une des autrices les plus difficiles à traduire, parce que tout est construit, enfin c'est très musical, d'une grande précision. Ça ressemble à quelque chose d'un peu réaliste, mais ça ne l'est pas vraiment dans l'écriture. Et il y a des chevauchements de paroles, il y a des silences très précis à respecter, et des phrases qui se terminent étrangement, qui se terminent jamais vraiment. Et donc on imagine la difficulté pour les traducteurs. Donc ils ont dû faire effectivement un travail. Ils ont choisi de le faire de manière collective. Tellement c'était difficile, quoi. Et ils ont pris beaucoup de temps, ouais. Ils ont 3 ans, je crois. Oui, parce qu'on peut dire que quand même, au cœur de cette pièce, il y a la parole. Une parole qui n'arrive pas finalement souvent à dire les choses, alors que les personnages n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent dire, en fait. Oui, c'est une pièce sur le langage, et on a l'impression qu'il y a même 2 langages différents. Il y a le langage de Troy, la victime, le personnage qui ne parle pas beaucoup au début, et puis la langue de ces 2 agents administratifs. Oui, une langue un peu morte, moi je trouve, parce que qui tourne autour du pot, où les mots sont un peu vidés de leur substance, alors que la langue de la victime, elle, est plus littéraire, plus musicale, parfois c'est au bord du slam, du rap, elle est saccadée. C'est une langue étrange, mais riche, quoi, foisonnante. Et c'est comme si c'était un affrontement, ouais, entre ces 2 langues. Et pour à plusieurs niveaux, ça existe d'ailleurs aussi, parce que la question du langage, c'est que une manière de se défendre pour Troy, après beaucoup de silence, c'est de prendre les mots et de les re-remplir de leur essence, quoi. Je donne un exemple. Quand l'un des agents dit on est absolument désolé, de manière, sur un ton, de manière obséquieuse comme ça, elle prend le mot absolu et elle l'utilise dans ce qu'il veut vraiment dire. Il n'y a aucun absolu ici. Retirez ce que vous venez de dire immédiatement. Vous ne pouvez pas être absolu avec ce que vous dites. Il y a comme 2 mondes qui s'affrontent, parce qu'on a l'impression que les 2 personnages, d'ailleurs ça s'est déshumanisé, parce qu'il y a 1, 2 et 3, ils n'ont pas vraiment de prénom ou de nom, et il y a 2 personnages qui en fait appliquent un protocole, et puis une 3e qui doit prendre les décisions, il faut le dire, qu'on ne va pas dévoiler bien évidemment, mais qui est dans l'ordre de l'humain et voilà, que vous parliez de victime, mais c'est vrai que on sent que elle arrive avec tout ce qu'elle a vécu, alors que les autres appliquent un protocole, quoi. C'est ça qui, pour le spectateur, est évident, quoi. Qui a cette tension là aussi. Oui, complètement.
Oui, c'est deux mondes, c'est deux théâtralités presque différentes, c'est deux partitions différentes. Et ils ne peuvent pas s'entendre, puisqu'il y a un protocole et l'autre est dans une demande un échange de l'humanité et on se retrouve avec une responsabilité, c'est une double peine en fait. C'est vrai que donc il y a ce côté assez protocolaire. On a l'impression parfois même dans la gestuelle que vous avez souvent travaillé quelque chose de robotique face à cette femme qui elle est complètement prostrée alors qu'eux sont bien droits, ils sont finalement un peu cadenassés dans leur rôle. Oui, il y a plein de paradoxes en fait. Là où ils sont, ils ont l'impression d'être plus vivants. Je les trouve effectivement plus figés. Là où ils sont droits, je les trouve plus réduits et plus petits. Alors oui, on a travaillé sur une chose. Alors robotique, je dirais pas jusque là, mais ils sont un peu coincés, quoi. Ils sont un petit peu empêchés. Ils essaient de faire leur travail le mieux possible, mais on sent qu'il y a des failles, quoi. On sent que ils ont un problème éthique quand même. C'est vraiment à la fois une pièce sur le langage, puis pour moi l'autre question, c'est vraiment la déresponsabilisation, c'est-à-dire que ils font quelque chose d'horrible en fait, mais on sent qu'ils ont quand même de l'humanité, on sent des failles, on sent que c'est pas simple, mais ils ont peur de se faire virer aussi, on imagine, s'ils ils vont pas au bout de leur protocole. Oui, on sent que aussi il y a la pression de l'administration. Oui, et de l'entreprise, c'est vraiment une pièce qui questionne ça aussi, le management et le monde de l'entreprise. Et elle est vraiment riche cette pièce. Elle tourne autour du pot en fait. Elle ne parle pas de ce dont elle parle d'une certaine façon, mais elle parle de beaucoup de choses en fait. Elle parle vraiment de là où on en est dans notre société, la brutalité parfois des rapports. La question centrale, c'est vraiment la question de la justice, quoi. C'est-à-dire est-ce que ce serait la justice du futur, une justice ubérisée un petit peu, ou ça, pour des soucis d'économie sans doute, on se retrouve dans une relation contractuelle, quoi. Oui, parce qu'on parle de clients quand même. Justice. Oui, on parle de clients. Et les deux sont clients. Les deux sont clients, ouais. Et donc oui, c'est ça qui est troublant. Et donc ça pose cette question-là. C'est vrai que ça parle de plein de choses en fait, avec l'air de rien, parce que eux ne parlent, à part parler de verres Ikea et de porte-manteaux. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce contraste entre le côté un peu dystopique quand même, et puis quelque chose de réaliste qui est en plus souligné par la scénographie que vous avez choisie. Vous parliez d'entreprise, mais on est vraiment dans quelque chose qui pourrait être une salle de réunion d'une entreprise, alors qu'on est en train de jouer avec quelque chose de très important. Oui. Oui, on ne sait pas trop si c'est parapublic, si c'est une start-up. Donc c'est à la fois un bureau comme on en voit, mais plutôt moderne quand même. Donc on se dit dans 3-4 ans, on est parti sur de la science-fiction, mais de la science-fiction très proche, quoi, dans 4-5 ans. Parce que David Walker-Green parle de cette pièce comme une légère science-fiction ou un présent parallèle. On pourrait presque déjà y être. Ça aurait pu, si des choix avaient été faits il y a 10-15 ans, on pourrait presque être déjà dans ce type de rapport. Elle ne voulait pas que ça soit très éloigné de nous, mais parce que je pense que moi c'est très proche personnellement. On peut arriver à des dérives de cette nature, quoi. Et justement, j'ai trouvé que à plusieurs reprises, le mot d'enfer était repris par les personnages. Est-ce que justement ce qu'on nous présente, c'est quelque part un pas vers l'enfer ? Oh, je pense, oui. Il parle d'enfer au début en disant que c'est l'enfer de boire dans des gobelets en plastique pour des choses complètement stupides ou insignifiantes, alors qu'on a une femme qui a vécu l'enfer face à eux. Et tout est en contraste comme ça, tout est en contradiction. C'est une écriture extraordinaire. La pièce, elle est... je pense que... Mais je mesure, parce que je lis beaucoup et tout ça, je pense que c'est l'une des plus grandes autrices des prochaines années. En tout cas européenne. Je pense que c'est du niveau de Edward Bond ou de Sarah Kane. Ouais. Vraiment, elle invente un théâtre unique, très très moderne, et je pense qu'on va beaucoup en entendre parler, quoi. Et je suis encore impressionné, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait le tour de cette pièce. Elle invente un nouveau langage, à la fois tout le monde c'est ça qui est étonnant, c'est que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que même les jeunes qui viennent voir le spectacle, il
il y a quelque chose qui est repérable pour eux quand même, donc ils adhèrent. Il y a beaucoup de suspense et tout ça, donc ça permet de capter le grand public. Et à la fois, il y a plein de niveaux de lecture. C'est une pièce extrêmement intelligente. Quoi. Très fine. Très fine. Très subtil, ouais. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à Amlacène, Cédric Gourmelon. Et donc, quelques dates encore au Théâtre de la Tempête, et puis après, la pièce va tourner. Oui, tout à fait. Merci à vous.